André Stégère, c'est le début de ce troisième entretien. Une question simple. Êtes-vous bien toujours André Stégère? Il paraît, je n'en suis plus très sûr, car la caméra filtre un autre personnage, qu'on le veuille ou non, et les micros prennent une autre voix, qu'on le veuille ou non. Donc, il y a déjà un dédoublement, ce qui pourrait nous ramener à Brecht et son idée du dédoublement permanent. C'est-à-dire que les personnages dans Brecht se dédoublent. D'abord, ils se dédoublent, je veux dire, par syntagme de comédien. Je m'explique. Baal, Maître Eckhart, Karg, Schlink. C'est-à-dire qu'il y a toujours, Kragler, Mourk, il y a toujours un dédoublement de personnages, ce qui est une tradition qui amène le conflit. Mais Brecht va aller plus loin. Il va inventer un autre système de dédoublement à l'intérieur même des personnages. Ce qu'il y a de formidable, c'est qu'en dédoublant à l'intérieur des personnages, il va néanmoins utiliser deux systèmes totalement différents mais très récurrents. Soit le personnage se dédouble, je dirais, à son insu, et surtout à l'insu des spectateurs. Prenons le cas de Puntilla ivre et de Puntilla à jeun. Il y a dédoublement, il y a deux personnages qui apparaissent sur scène qui doivent être joués différemment. Où il y a le dédoublement, alors révélé par le syntagme comédien, c'est-à-dire que la même comédienne, avec cette fois-ci non plus à l'insu du public, mais avec son accord, et avec sa complète conscience, va elle-même se dédoubler. Elle va produire contre la bonne Shenté, le méchant Shweta, son cousin. Donc il va y avoir un système qui est extrêmement, à mon sens, à la fois précis et bizarre, c'est-à-dire que, comme le théâtre a affaire avec la schizoïdie, qu'on le veuille ou non, Brecht va user de ça comme système narratif pur, en lui donnant des formes extrêmement variées, extrêmement claires. Ça peut même être des fois dans la fable elle-même. Par exemple, il y a deux mères clairement définies dans le cercle de craie. Ces deux mères sont supportées par deux comédiennes différentes, mais il y a la mère naturelle, la mère biologique, on pourrait dire, et la mère pédagogique. Or, ce dédoublement va fonctionner et va illustrer en grande partie, je crois, une notion très claire. Quel est le changement dialectique? La dialectique n'est plus un phénomène extérieur, je dirais presque mécanique, comme chez Hegel, qu'on le veuille ou non. Il devient interne aux situations, interne aux individus, interne à l'histoire. Mais c'est une petite parenthèse, simplement pour expliquer que je ne sais plus si je suis Shenté ou Shweta. C'est-à-dire si je suis le praticien ou le théoricien. Vous faites allusion à un point que j'aimerais qu'on aborde, pas forcément aujourd'hui, mais on sait que notre dialogue, même s'il essaye d'être dans la chronologie, peut être aussi parfois, et heureusement, diachronique. Néanmoins, à savoir donc le grand écart entre la pratique et la théorie, néanmoins, avant de reprendre le fil de votre histoire, je profite de cette remarque sur le dédoublement pour évoquer le moment où je vous rencontre. Quand je te rencontre, André, j'ai 19 ans, 20 ans tout juste, et je participe avec d'autres à un stage, enfin le début d'un stage. Pour ma part, j'ai pas fait l'ensemble de ce stage au théâtre Le Caveau, au Centre des Unions Chrétiennes, à Genève, autour de Strindberg. Dossier AS, comme André Stégère. Et si je situe cette époque... Comme Auguste Strindberg. Ah oui, comme Auguste Strindberg, AS, un autre dédoublement. Et donc, quand je fais ta connaissance, tu es de retour en Suisse. À l'époque, tu habites Genève, mais tu travailles évidemment aussi à Lausanne, depuis 5-6 ans. Et le souvenir que j'ai de l'époque, de l'image, pas que tu me donnes de toi, mais que les autres ont de toi, et que en tant que jeune homme à 19 ans, je commence à essayer de cerner, c'est que tu es partout. C'est-à-dire que tu travailles à Lausanne, tu travailles à Genève, tu travailles aux Poches, tu travailles à la Comédie, tu travailles à Vidi, et tu développes comme toujours tes activités auprès des amateurs, et encore dans d'autres lieux. Et je me souviens que c'était ça, une des composantes de mon appréhension de toi, c'était ce côté, comme dirait Voltaire, peut-être monsieur le multiforme, et puis aussi le dédoublement, puisque prenons-le au pied de la lettre, il y a Genève, il y a Lausanne.
Et même, tu courais parfois de répétition en répétition dans ta voiture, etc. Euh, ça signifie, ça représente quoi cette époque et puis cette activité? On peut la développer aussi antérieurement. C'est pas seulement à ce moment-là que tu es actif et multiple. En France, on l'a déjà vu, tu es à la fois en province, à Paris, puis plus tard en Belgique, etc. Mais ce sentiment d'être avide et curieux sur tous les coups. Alors je crois que c'est plutôt un réflexe, je dirais, pédagogique. C'est-à-dire que on a peu de temps pour donner des impulsions à d'autres, non pas les finir soi-même. Il y a deux choix. Soit on finit son œuvre et on est strictement du côté, par exemple, de la mise en scène. Un jour, Strehler me disait, je ne comprends pas, tu consacres trop de temps à l'enseignement par rapport à la mise en scène. Et je lui ai dit, mais tu verras, ça viendra aussi chez toi. Et effectivement, il a fini en donnant plus de temps à l'enseignement qu'à la mise en scène. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les deux peuvent, d'une part, coexister, cohabiter, mais même que c'est utile. Que c'est utile pour soi-même, pour sa propre formation. Peut-être que le dédoublement vient de là. Ce dédoublement, Puntila, il est clair. Il apprend à être quelque chose à jeun et il apprend à être quelque chose ivre. Mais le problème est un peu le même. Donc on apprend à formuler les choses autrement, à les peut-être à s'en emparer autrement, mais en même temps on apprend aux autres ce même cheminement. C'est-à-dire qu'on incite les autres, non pas, c'est parce que je refuse la position de gourou, finalement. Et j'aime bien être partout pour ne pas être qu'à un seul endroit comme étant le maître, comme étant celui qui a le pouvoir absolu. Et cet éclatement, ça permet de sensibiliser, de faire prendre conscience à certaines choses à des tas de gens qui en feront ce qu'ils veulent après. Il n'y aura pas donc de dictat définitif, loin de là. Mais alors, est-ce que ça va jusqu'à au-delà de la pédagogie et des formes multiples de l'application pédagogique et didactique? Ça va donc, semble-t-il, jusqu'au spectacle et à la mise en scène. Et tu as eu tout de suite cette réaction il y a quelques secondes, parce que là aussi, une chose qu'à l'époque j'entendais, jeune homme, c'est en fait, il n'a pas fini une mise en scène, qu'il est déjà en train d'en faire une autre. Et dans les répétitions, des fois, il laisse les acteurs en plan. C'est très rare. Non, c'est ce qui se disait. Oui, non, mais ça peut arriver quand c'est utile. Parce qu'il y a des moments où tu as donné suffisamment d'informations, ces informations ne sont pas assimilées. Elles ne sont même pas utilisées. Donc tu retires, puis tu laisses quelque temps bouillir sans surveillance de la marmite. Parce que tu t'aperçois qu'il y a une sorte de chimie interne qui se fait, où tout d'un coup les choses vont non seulement être utilisées, mais transformées dans leur utilisation. C'est-à-dire que tu as donné quelque chose, tu ne peux jamais prétendre, et aucun metteur en scène ne peut prétendre réellement à accomplir une fonction définitive. J'aime bien quand ça sonne comme ça, parce qu'il y a du mystère qui plane. Oui. Je pense que c'est voulu et il faudrait que le répondeur se mette en marche. Et à ce moment-là, la grue, d'ailleurs, d'en face, bouge également. Et c'est ce que Maurizio attend. Du Maurizio, côté de la caméra. Notre ami, camarade, accessoirement voilà. camératiste. Eh bien, simplement pour te dire à ce moment-là que le système, on ne peut pas prétendre imposer par la mise en scène une lecture identique à celle qu'on formule dans le projet. Il y a de toute façon une opération de transformation, de change de forme au sens propre du terme. Une matière usinée se transforme en monnaie, ou une monnaie se retransforme après en matière usinée. C'est le propre même du fonctionnement du théâtre. Et cette question-là, l'usinage n'appartient qu'à celui qui travaille à l'usinage, pas au metteur en scène. Donc il y a un relais. Si on le parle en termes de pouvoir, bêtement, ce que j'aime pas,
le metteur en scène a du pouvoir, dit-on, après l'auteur, mais avant le comédien. Puis le comédien intervient, il prend le pouvoir. Et le comédien gardera le pouvoir jusqu'à la fin des représentations, indépendamment du metteur en scène et voire même de l'auteur. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'intéressant au théâtre, c'est que le relais est là pour faire fonctionner le théâtre. À la limite, au cinéma, tu tournes 3-4 fois le même plan, le metteur en scène peut choisir le plan. Ce n'est pas peut-être celui qui convient le mieux au comédien, mais il le choisit, c'est-à-dire qu'il est plus dictatorial finalement dans sa sélection. C'est son goût qui prédomine, puisqu'il intervient dans l'élaboration et dans la finition. Sauf qu'il a besoin de deux êtres essentiels, le cadreur, qui fait on pourrait dire le montage dans le plan, et puis le monteur qui fait le montage plan par plan. Donc ça va redistribuer quelque part des choses. Au théâtre, c'est la même chose. Moi, j'aime bien, à un moment donné, laisser les choses se faire, voir que quelqu'un va s'emparer de ce que tu as dit, le corriger, le modifier, le contredire, le travailler, en quelque sorte, c'est-à-dire le transformer. Alors, il y a une sorte de paradoxe, mais je crois qu'ils sont généralement féconds, en tout cas en ce qui te concerne, c'est que d'un côté, tu as la réputation d'être un metteur en scène théoricien, avec une forte attention aux questions de narration, de dramaturgie, de référence, d'intertextualité, bref, d'arriver avec un bagage qui d'ailleurs excède le seul champ théâtral, ça peut être la politique, la philosophie, la psychanalyse, très fort. En même temps, de l'autre côté, pour être schématique, il arrive que et tu viens d'en parler très bien, que tu décides de laisser les choses se développer, mûrir, aller peut-être à l'encontre de ce que tu avais prévu. Comment tu peux concilier les deux et qu'est-ce que tu attends, entre guillemets, du comédien? Parce que ce change dont tu parles, il n'est pas forcément ni enseigné, ni en tout cas pas inné, et entre, au fond, une très grande attention au sens et à l'interprétation d'un texte, et puis après à une mise en jeu où parfois que tu aies déjà fait un arrangement, c'est-à-dire que tu aies déjà mis en place une scène au niveau des mouvements, ou que tu ne l'aies pas fait, tu dis à l'acteur, ou tu laisses entendre à l'acteur, par le simple fait soit d'une absence de ta part, soit d'une mise à distance de ta part, qu'il a à poursuivre une autre œuvre. Ouais. Alors là, je crois que c'est mettre le point sur l'essentiel, c'est-à-dire que toute nouvelle suggestion provoquée par le jeu, par exemple, ce change dont tu parles, ce changement, va t'amener à une lecture nouvelle. C'est-à-dire que tu ne peux pas rester sur La lecture première doit être la plus circonstanciée possible, la mieux explicable possible, pour que le comédien puisse s'en emparer comme il le veut. S'il veut rien écouter, il écoute rien. S'il veut tout écouter, il écoute tout. L'important, c'est de savoir ce qu'il va en faire. Et donc, tu apprécies ce qu'il en fait, soit par l'acceptation, soit par le rejet, en quelque sorte, pour schématiser. Mais à partir de là, lui-même produit quelque chose. Et c'est ça que tu dois relire. Tu ne peux pas relire ta première lecture à travers le jeu des comédiens. Il y a un pas qui est franchi, il y a quelque chose qui est supplémenté dans l'histoire. Et c'est ça qui est important, parce qu'à ce moment-là, tu te remets toi-même en question. Tu ne peux pas demander aux comédiens de se mettre en question sans toi-même te remettre en question et te questionner toi-même sur ta première lecture. C'est-à-dire qu'en gros, on passe d'une interprétation. L'interprétation, c'est quand le comédien, quand le metteur en scène prend conscience d'un texte. Que ce soit un texte narratif pur, comme un synopsis, avec un jeu muet après, peu importe, c'est la même chose, il y a du texte même dans le mimodrame, soit un texte dialogué. Donc, à partir de ce moment-là, on apprend des choses par le vécu de la scène. Et c'est ce qui va constituer, ce que je dis, un matériau que le public aura à interpréter. L'interprète au théâtre, c'est le public. Je l'ai déjà dit et je le redis. C'est pas le comédien. Le comédien est un passeur de signes. Il passe des quantités de signes qui vont du signe existentiel, affectif, au signe intellectuel, essentiel, on pourrait dire. C'est sans arrêt ça, il passe des signes. Et il a été interprète au début, mais quand il joue, il n'est plus interprète. C'est faux de dire un interprète.
on est quelqu'un qui passe des signes, et puis après le public interprète. Et je fais un exemple de ça, par exemple, pour montrer que les modifications, elles sont naturelles. Elles sont en toi, même s'il n'y a pas les comédiens. Je relis ces derniers temps, ce que j'aime bien faire de temps en temps, je relis le volume intitulé Sodome et Gomorrhe dans La recherche du temps perdu. Et je découvre tout d'un coup que l'essentiel, fondamental, ce que j'avais mal perçu au début, et pendant d'autres lectures, c'est qu'il y a une grande contradiction entre deux interdits à l'époque qui font problème. C'est, on peut dire, deux interdits bizarres, conflictuels dans la société. C'est Dreyfus ou anti-Dreyfus, d'une part, et c'est homosexuel ou homophobe, ou anti-homosexuel. Et cette question-là, elle va écrire toute l'histoire de Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que, mais elle va l'écrire d'une façon bizarre, c'est-à-dire qu'il va y avoir 90% de l'écriture, même 95% réservée en gros à Sodome et Gomorrhe, et 5% à l'affaire Dreyfus. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que Proust, à travers une écriture, alors Dieu sait si elle est strictement personnelle, le narrateur, dont j'aime à penser qu'il est hétérosexuel, puisqu'il aime Albertine. Peu m'importe de savoir que Proust, dans sa réalité, soit ou non homosexuel ou inverti, peu importe. Moi, l'œuvre d'art, c'est pas l'auteur. C'est ce que l'auteur a choisi de dire. Or, il raconte des amours strictement hétérosexuels, ce qui lui permet d'aborder les interdits sociaux d'une façon détachée, je dirais distanciée. On pourrait dire le fait de prêter à un personnage une qualité qui n'est pas celle qu'on a, nous, créateurs, que ce soit créateur au sens large, que ce soit écrivain, que ce soit metteur en scène, que ce soit comédien, que ce soit... ça suffit. C'est ça qui va créer l'effet. Cette question-là, on retrouve peut-être ce qu'Althusser appelait la double lecture. Il y a une lecture symptomale, une lecture des symptômes qu'on trouve, puis une lecture littérale, on pourrait dire matérielle. C'est-à-dire, on lit matériellement « je, me, suis »,« je, moi, me », quelqu'un qui parle au nom de moi, me suis couché de bonne heure. Bon, on voit, il y a une dénotation très claire. Mais à travers cette dénotation, il y a tout un réseau de connotations, tout un réseau de latences secrètes, ou plus ou moins avouées, qui peuvent se manifester par la traduction du texte. C'est ce qu'on fait au théâtre. Le théâtre doit se lire toujours de deux façons. Il y a une lecture matérielle et une lecture symptomale. Et c'est l'accord entre ces deux qui va devoir faire fonctionner le choix des signes que nous mettons en jeu sur scène. Mais à la limite, il en va de même au cinéma. Pensons à Rosebud, de mon camarade Orson Welles. Il est clair qu'il y a deux écritures. Il y a l'écriture du traîneau, et puis il y a l'écriture de la lecture qu'un enfant fait de ce vocable transcrit sur un traîneau. Et les deux souvenirs restent. En même temps, ils perdurent. Et c'est justement ce choc entre ces deux souvenirs, entre ces deux espaces, entre ces deux temporalités qui fondent la réalité du théâtre. À t'écouter, je pense à ce qui a pu être et ce qui est encore ton activité de pédagogue, d'enseignant, de professeur, de doyen ici à Lausanne notamment. Et donc, si tu le veux bien, j'aimerais qu'on reprenne la discussion sur la chronologie. Nous nous étions arrêtés au moment où tu quittais le Théâtre national de Strasbourg au début des années 70 et que tu allais bientôt revenir en Suisse, et ça sera l'objet notamment de notre troisième entretien. Mais j'aimerais quand même revenir sur cette affaire de l'école. Parce que j'ai noté en fait que ton entrée à Strasbourg se fait d'abord à travers l'école de Strasbourg. L'école de Strasbourg qui n'est pas encore celle du Théâtre national de Strasbourg, mais celle du Centre dramatique de l'Est. On est en 62-63. Et ce que tu viens de nous dire, au fond, cette capacité à citer Althusser, à analyser Proust, pour prendre ces deux exemples,
dans la phase d'ouverture et de formation, tu rentres d'ailleurs à l'école de Strasbourg comme prof, pas avec Brecht, mais avec Strindberg, ce qui montre bien que les choses sont quand même beaucoup plus contradictoires et complexes qu'on pourrait le croire, et que ton rapport à Brecht ne t'empêche pas ô combien d'ouvrir ton champ d'interprétation sur des multiples. Et donc, qu'est-ce que ça représente quand on arrive à ce moment-là? Tu ne t'installes pas encore à Strasbourg, tu es déjà actif en France, à Paris, on le sait, d'aller dans cette école. Est-ce que ça représente quelque chose? Pour toi, c'est une démarche qui va de soi. C'est quand même la première fois, à part tous les stages que tu as pu mener par-ci, par-là, et non des moindres, que tu t'installes dans une activité qui va être, après on le sait, pendant presque une dizaine d'années, la tienne. Alors, à l'époque, ça signifie quoi? Je peux répondre à ça d'une façon très simple. Ce n'est peut-être pas la meilleure école qu'il y avait en France, encore qu'elle était réputée comme telle, mais c'est la seule école qui préparait les comédiens à l'esprit de troupe. Parce qu'il faut bien voir qu'en 1963, il n'y avait pas encore le rejet de ce qu'on a appelé la culture théâtrale populaire. Le rejet s'est effectué après mai 68. Il y avait encore une idéologie de la diffusion populaire de la culture. Or, ce que la troupe de Strasbourg mettait en place, c'est des comédiens qui étaient aptes à jouer dans des centres dramatiques, c'est-à-dire d'être confrontés à la fois avec la pratique d'un répertoire, alternant ce qu'on appelait classique et moderne, et en même temps alternant les publics, allant jouer dans des espaces, je dirais presque ruraux, et dans des espaces carrément urbains. Donc il y avait une visée implicite, peut-être même explicite d'ailleurs, explicite puisque les concours de sortie de chaque session se faisaient à travers les directeurs des autres centres dramatiques, le jury. C'est-à-dire qu'ils venaient faire leur marché pour savoir qui ils allaient prendre dans leur troupe pour l'année d'après ou les années d'après. Donc il y avait un aveu carrément de nous formons des comédiens appelés à être des comédiens de troupe, et singulièrement de troupes de province et peut-être plus tard de banlieue parisienne. Mais au départ, c'était les centres dramatiques et les troupes permanentes de province qui étaient les premiers clients pour cet étalage qu'on présentait, que l'école de Strasbourg présentait des élèves. Alors ça, c'était un élément important. C'est comme j'avais, pour moi, grande conscience, comme je l'avais expliqué, d'un théâtre collectif, comme travail, comme manifestation et comme réception, ça m'intéressait beaucoup, et je suis très pressable d'être vraiment dans ce collectif. D'ailleurs, je suis entré à Strasbourg en étant jury. C'est-à-dire que Méral, qui dirigeait le centre à l'époque de Champagne, ne pouvait pas venir au jury, et il m'a délégué, comme je travaillais beaucoup avec lui, il m'a délégué comme jury. Je me souviens, j'avais fait le concours de sortie de Flotats, de Mernia, enfin bon, il y avait toute une série de comédiens qu'on retrouve après, et c'est les discussions qu'on a eues au cours des débats de jury ont incité Gignoux à me demander de venir faire un travail sur Strindberg, comme tu le dis, l'année d'après, c'est-à-dire immédiatement la saison d'après. Donc Hubert Gignoux qui dirigeait le centre dramatique de l'Est et l'école. D'accord. Voilà. Et donc, là tu viens d'évoquer l'intérêt pour toi par rapport à la troupe, par rapport au collectif. Tu as situé aussi les enjeux liés à la manière dont la profession et dont les théâtres institutionnels pouvaient bénéficier de cet enseignement. Mais j'imagine que, en t'entendant aujourd'hui et en considérant que sur des fondamentaux, je pense notamment à la référence et à l'importance de la littérature, de la politique, de la psychanalyse, du marxisme dans ton parcours, j'imagine que tu as amené, et le cas échéant, de quelle façon, une autre couleur ou simplement une autre orientation. Oui, alors tout à fait. Et ça a été même bénéfique et très, je dirais, très émulsifiant au départ, c'est-à-dire qu'il y avait deux courants. Il y avait le courant, ce qu'on appelait le réalisme anglais, qui était amené par Saint-Denis, Michel Saint-Denis, qui avait créé l'école, et qui venait d'Angleterre, qui avait été la voix de Londres pendant la guerre,
et qui était d'obédience, on pourrait dire en gros, stanislavskienne, mais dans le dérèglement anglo-saxon qui a été opéré par le réalisme anglais et par l'acteur studio en Amérique. Bref. Donc, il y avait un climat qu'on pourrait dire en gros psychologique, au sens large du terme, et pas péjoratif. C'était un théâtre basé sur le comportement, ce qui a donné... Pourquoi ça a été très accueilli en Amérique? À cause du behavioring. Le behaviorisme, finalement, a joué comme prise de conscience que ce théâtre psychologisant était utile, puisqu'il était formateur d'une correction de l'individu. Il y avait un côté orthophonique dans l'histoire. On créait une sonorité du changement mais pas du changement dans le sens du rééquilibrage de l'individu. Et puis, nous, j'amenais avec un jeune metteur en scène qui était ancien élève, mais qui a trouvé tout de suite un point d'appui avec ce que je dis, Jean-Michel Jung, on amenait un côté... Gaston Jung, pardon, je confonds avec un régisseur, Jean-Michel. Gaston Jung, on a amené le côté brechtien. C'est-à-dire une lecture qui reposait moins sur le comportemental que sur la motivation. C'est-à-dire moins sur l'explosion du jeu, dans sa spontanéité, que sur une réflexion, une élaboration du jeu par rapport à une fable, par rapport à un récit, par rapport à un engagement de pensée. D'où la théorie. La théorie intervient parce que ce théâtre réclame un engagement de la pensée. On n'a pas besoin de théorie dans l'autre cas, sinon d'avoir la théorie de son propre état. Mais dans l'aspect brechtien, en gros, on a besoin d'une théorie multiple. Parce que chez Brecht, il y a du multiple. Et il n'y a pas de la pensée unique. Mais alors, est-ce qu'à l'époque, c'était une chose que, par exemple, Hubert Gignoux voulait, pressentait, ça s'est découvert au fur et à mesure, cette sorte de confrontation, de bipolarisation, elle était plus ou moins formalisée ou formulée, Ouais. ou bien est-ce que c'est une lecture que tu fais rétroactivement? Non, elle était claire. Et les discussions avec Hubert étaient claires. Tu vas amener un autre couloir en venant chez nous. D'abord à l'école, puis ensuite en faisant des mises en scène, puisque tout de suite après, l'année d'après, d'ailleurs, je faisais une mise en scène avec les femmes savantes. Pour l'anecdote, un élève que j'avais comme décorateur dans Strindberg, Roland Deville, je l'ai choisi comme décorateur l'année d'après pour les femmes savantes. Il était sorti de l'école, il était devenu scénographe, donc je l'avais choisi. Donc il y a une continuité, ça correspond bien à ce que je dis sur cette enveloppe qui permet d'aller piocher régulièrement et des gens avec qui on sait qu'on peut travailler. Et à ce moment-là, sans doute aux alentours des années 66, non seulement donc, tu es toujours actif comme professeur, mais tu vas rentrer, je crois, comme attaché de direction Oui, j'étais... à ce qui va devenir le TNS. Le TNS, peu de temps après. J'étais co-directeur avec Kremer. Kremer m'avait demandé, après, à la suite d'une mise en scène que j'avais faite au Théâtre Populaire de Lorraine, il m'avait demandé, après un haut cassé, il m'avait demandé de faire la co-direction avec lui. J'avais accepté, mais Gignoux m'a demandé d'abandonner cette co-direction pour devenir attaché à la direction artistique, en quelque sorte, à Strasbourg. Oui, parce qu'en plus, évidemment, tout le monde le sait sans doute, mais la Lorraine et puis l'Alsace, il y avait vraiment des passerelles. Et aussi grande proximité. Donc tu as dû choisir. Donc ce que tu viens de dire qui était implicite, mais que je souligne, tu as été donc à la fondation du Théâtre Populaire de Lorraine. Non, pas la fondation. C'est Daniel de Villers et Kremer au début. Moi, je suis arrivé quelques années après. Voilà. Et après quoi, donc, je suis parti à Strasbourg, où le contrat de Gignoux, je l'ai déjà dit, était clair. Il fallait amener la contradiction. En gros, il l'avait exprimé autrement, au cours d'un repas célèbre dans le restaurant Clément. Il m'avait dit, il faut que tu foutes un peu le bordel. Il a vraiment dit ça? Oui, il a vraiment dit ça. Parce que c'est trop calme. Parce qu'on est trop... N'oublions pas que quelques temps après... il va se passer quelque chose. Non, mais quelques temps après, avant qu'il se passe quelque chose, il y a un célèbre éditorial du Monde, La France s'ennuie, qui est très connu, puisqu'il date de quelques semaines avant mai 68. Donc Strasbourg s'ennuyait, d'après lui, le TNS s'ennuyait, et donc il fallait le remuer un peu. Il fallait rajouter un peu de piment
à cette sauce qui devenait un peu insipide. Donc à ce moment-là, donc 66-67, tu t'installes en quelque sorte à Strasbourg. Oui, Je oui, crois tout qu'il y a à un fait. changement, Ah oui, oui, tu oui. n'es plus seulement ponctuellement Ouais. à Strasbourg pour les Non, cours non. ou pour les spectacles. Et donc ça va être un moment, je crois, charnière de Oui, ta parce vie. que tout coïncide. Il y a mai 68, il y a le passage du centre dramatique au TNS, au Théâtre National. Il y a toute une série de changements. Il y a des changements dans les consciences, il y a des changements il y a une violence naturelle qui est à l'époque, on parle toujours d'une fête, mais c'est une fête violente quelque part. Mai 68. Oui, mais 68, c'est pas que les pavés. Je veux dire, c'est bien sûr pas les mitrailleuses, mais c'est une fête violente dans les consciences. Il y a quelque part un viol du consensus. On a ras-le-bol d'un consensus qui tourne autour de la construction, la transformation bétonnée de Paris, de tas de choses qui fonctionnent à cette époque-là. Donc il y a besoin d'une évasion. Il y a besoin d'une nouvelle lecture du monde. Donc d'une nouvelle écriture des formes de lecture. Et le théâtre est là pour ça. D'ailleurs, il va y avoir à la fois il faut bien reconnaître par un constat qu'il va y avoir des améliorations dans la conscience générale, mais en même temps des retours arrière épouvantables. Par exemple. Ou, par exemple, moi je trouve que le fait de stariser tout d'un coup les directeurs des théâtres nationaux, qui deviennent de réelles stars, qui ne se préoccupent plus d'aller apporter le théâtre à Épinal, ils s'en foutent. Eux, ils montent un truc à Strasbourg, par exemple, pour pouvoir aller jouer après à Paris. Ça, c'est après 68. Ah oui. Il y a une désaffection totale. On ne croit plus aux réflexes Jeanne Laurent, même que Malraux a soutenu, d'une culture populaire, enfin d'un travail auprès du peuple à partir de la culture. Non, c'est abandonné. On est maintenant pour des grands systèmes. D'ailleurs, il y a à ce moment-là une starisation complète du système. D'ailleurs, les comédiens même de province deviennent des vedettes. Hein, on pourrait citer des tas de noms que nous ne citerons pas, mais ils deviennent des vedettes et du coup, leur attitude change, leur pensée change, leur comportement change, qu'ils le veuillent ou non. Il n'y en a que 2, 3 qui tout d'un coup résistent à ça. Je pense à Bill Fred, par exemple, qui est un des rares résistants vraiment. Élève de l'école, formé par l'école. Ouais, avant moi. Et que moi j'ai beaucoup travaillé permanent après, voilà. Du TNS. Mais alors, et le côté, pour aller vite dans l'expression, le côté laboratoire, le côté forme nouvelle, 68 provoque et appelle des formes nouvelles, ou en tout cas une remise en question du théâtre, ça se passait comment? Ça se passait par un retour à l'ancien. C'est-à-dire ce qu'on a appelé forme nouvelle après mai 68, c'était d'effacer le plus récent, entre autres Brecht, mais pas seulement, et de revenir à Artaud. C'est-à-dire de faire un retour dans l'ancien. Ce qui n'est pas plus mal. C'est pas ça que je conteste. Mais c'est qu'on oublie là le cheminement. On oublie qu'il y a une parenté étroite entre Artaud et Brecht, articulée autour de schémas de pensée, de schémas très clairs d'ailleurs. Si on voulait ironiser, on pourrait dire que, en gros, mais j'aime bien utiliser cette formule parce qu'elle est simplifiée et ironique, très simplifiée, en gros Artaud s'occupe du ça, et je reprends l'instance freudienne, le deuxième graphique freudien. Artaud représente le ça, Stanislavski le moi et Brecht le surmoi. Donc cette simplification permet de bien comprendre. Alors on oublie l'un ou l'autre tout le temps. Moi ce que j'aime bien... Mais puis-je me permettre de te juste ramener sur 68, pardonne-moi, parce que je crois que c'est important. Tu es en 68 maintenant attaché à la direction de ce théâtre, tu es professeur éminent dans le groupe des professeurs, et il y a une pièce, je vois là sur ton parcours, qui s'appelle Une très bonne soirée, une pièce d'ailleurs écrite semble-t-il par Hubert Gignoux, le directeur de l'époque, et si j'ai bien compris, cette pièce a été créée au mois de mars ou au mois d'avril 1968, et tu pourrais nous dire quelques mots des circonstances? Oui, alors, d'abord il s'agit d'une pièce, une partie écrite par Gignoux et une partie faite de collage. C'est-à-dire qu'on a pris des exemples dans tout le théâtre et j'ai dû monter aussi bien
des pièces du boulevard, il y a eu des parties de outrage au public, il y a eu le premier acte de la vie parisienne, il y avait le premier acte du Concile d'amour de Panizza, et le deuxième acte du Concile d'amour était transformé comme si c'était Brecht qui l'avait écrit, par Gignoux lui-même, avec le chant de la grande consommation, comme song. On voit très bien, mai 68 n'était pas loin, hein. Et il y avait aussi, par exemple, un Marivaux, un bout de Marivaux. Il y avait Ornette Coleman, un ballet fait par la prof de danse Barbara Goodwin, qui était sur Ornette Coleman, le free jazz. Il y avait tout un collage et le public intervenait. C'était écrit. Il y avait un abonné Carcenti dans la salle qui montait sur scène. Il y avait un contestataire, il y avait un étudiant contestataire qui montait sur scène, il y avait de la bonne bourgeoisie représentative qui lisait Nouvelle Obs, qui montait sur scène. Enfin, il y avait des gens intervenaient et disaient mais on veut un autre théâtre et tout. Et comment ça s'est passé à partir du moment où le mouvement de 68 se met en œuvre et en acte, le rapport entre ce spectacle et la réalité? Voilà. Alors, on l'a joué à Bourges, au Festival des Centres Dramatiques, et là, il y a eu des tas de gens, je me souviens de Patrice Chéreau, il y avait des tas de gens qui voyaient le spectacle, qui disaient, mais c'est incroyablement prémonitoire. C'est vraiment incroyable, parce que c'est ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se créer maintenant. C'était avant la grande manifestation du 11 mai. C'était maintenant. Nous, on n'a pas pu jouer la dernière parce qu'elle était fixée le 11 mai et que le 10 mai au soir a été décrétée la grève générale. Donc, on voit très bien que c'était une pièce en prise directe avec, je dirais pas l'actualité, ce qui est plus important, avec les pensées d'une actualité possible. C'était vraiment un truc très marrant. Et au même moment, comment fonctionnait l'école? Comment ça se passait, mai 68 et l'école? C'était le foutoir, comme partout. Il y avait la grève, il y avait des mouvements aussi incontrôlés que dans l'université, mais en même temps aussi conscients. C'est ça qui était drôle. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce paradoxe de mai 68. C'est que on ne peut pas dire c'est une révolte, hein, c'est pas une révolution, mai 68, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que la différence entre révolte et révolution, on pourrait le dire schématiquement, la révolution s'attaque aux aliénations, notamment économiques, mais pas seulement. Aux aliénations au sens hegelien du terme, hein, et puis marxiste après. Alors que la révolte s'adresse à la contestation, par la contestation, s'adresse au conditionnement. C'est pas la même chose. L'aliénation, c'est quelque chose de plus grave, de plus profond, qui touche aux structures fondamentales, aux infrastructures. Le conditionnement touche aux superstructures, c'est-à-dire aux reflets idéologiques que la société peut se donner d'elle-même. Et ça, c'est un élément important. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui contestent à l'époque par telle attitude. Pourquoi? Parce que ça fonctionne mal. Ils ne voient pas que le fonctionnement de la structure est mauvais, mais que la structure est bonne. Alors ils disent, foutons en l'air toutes les structures. C'est une erreur. À l'inverse, d'ailleurs, il y a des choses qui fonctionnent très bien, mais dont les structures sont très mauvaises. Et là, on dit, puisque ça fonctionne bien, ne touchons pas aux structures. Donc c'est une erreur. Il y a eu des erreurs fondamentales. Est-ce que tu te souviens de ce que tu enseignais ou est-ce que de ce qui se passait dans tes cours? Parce que donc, il y a eu la grève, d'accord, mais comment ça se passait pratiquement dans le bâtiment du TNS entre les cours prévus, les interventions prévues de toi et des autres professeurs, et puis mai 68? Non, ben on menait incontestablement le travail qu'on devait mener. Moi, je crois que je travaillais à ce moment sur les paravents de Genet avec un groupe. Sous deux formes différentes, j'avais monté des extraits larges des paravents. J'avais monté avec les mêmes comédiens pour qu'ils comprennent la différence des styles, des genres, sur le même texte. On avait monté je me souviens, on avait envahi à l'époque la salle de musique de Sable, et on était dans le désert, dans le Sahara, et on jouait sur des formes un peu viscérales. Et dans la salle de musique, où on avait un beau parquet, on l'avait monté comme un eau japonais.
les mêmes comédiens, dans le même temps de travail. On alternait une sorte de brutalité, une sorte de bestialité, et une sorte de lecture des signes extrêmement cliniques, extrêmement clean même, à l'intérieur de la salle de musique. C'est un travail formidable. On l'a commencé, on l'a poussé assez loin d'ailleurs, mais on l'a arrêté à un moment donné parce que la grève est venue. Il y a eu la grève, donc à partir de ce moment-là, il y a eu des comités, le temps se passait plus comme en mai 68. Tous les soirs, le théâtre était occupé. C'est-à-dire comme l'Odéon. On avait réussi à protéger l'instrument de travail, ce qui n'a pas pu être fait à l'Odéon, en demandant à l'ensemble de la contestation, mais il y avait, à côté du TNS pas loin, il y avait le palais universitaire, où il y avait aussi toute la journée des débats, et le soir, le théâtre était ouvert librement jusqu'à plus soif par des débats publics, comme à l'Odéon. Sauf que là, ça a pu durer. Hein? Sauf que là, ça a pu durer. Ça a pu durer parce qu'on l'a géré. Voilà. Et comment ça se passe, la sortie de mai 68, et comment on peut sortir de mai 68 pour toi au TNS? Alors moi, je vais le donner en deux dates. Je monte tout de suite après les derniers de Gorky, c'est-à-dire c'est l'opposition qu'il y a dans la Russie tsariste entre les jeunes étudiants contestataires et la police tsariste. Donc je monte les derniers de Gorky, je monte les anabaptistes de Dürrenmatt sur qu'est-ce que c'est que la fascination du pouvoir par la théâtralité. Dans la version Wiederteufel, pas dans la version Echtet geschrieben, puisque chez Dürrenmatt il y a deux versions. C'était écrit et les anabaptistes. Il a réécrit sa pièce tout autrement en 67, je crois, ou même 65. Et c'est ce qu'on avait joué. Et puis, j'ai fini par le balcon de Genet. Et après, je suis parti, pour des raisons très, très complexes. Il y avait une volonté de me faire quitter Strasbourg par les politiques revenus en force en Alsace de droite, plus des tas de conjonctures. Bref, ça c'est secondaire. On a trop pris au sérieux l'idée que j'étais engagé pour foutre un peu le bordel. Moi, je reproche qu'une chose à Gignoux, c'est de ne pas avoir dit, au moment où il y a eu tous ces troubles qu'on a connus là, dire, mais c'est moi qui lui ai demandé. Il y a eu le silence, et donc je suis parti. Alors je suis parti à Strasbourg, à mais Bruxelles. Juste avant de sortir vraiment de Strasbourg, mais on y reviendra parce que c'est difficile de sortir de Strasbourg, comprendre bien les choses. Quand tu vois maintenant ça avec une certaine distance, et sans forcément revenir sur les pressions de telle ou telle personnalité locale ou autre dans le milieu du théâtre à Strasbourg, est-ce que tu penses qu'il y avait réellement dans ton activité en tant que metteur en scène et pédagogue et professeur à Strasbourg une raison qui pouvait faire penser que tu avais mis le bordel, non, que tu avais été un agitateur? Non. Très objectivement, il n'y avait aucune raison. Simplement, les raisons, elles étaient ailleurs. Elles étaient entre ceux qui voulaient revenir à un ordre artistique, je ne parle même plus politique là, et ceux qui étaient pour justement un questionnement permanent sur les productions théâtrales. C'est tout. Mais c'était secondaire. Puis à la limite, c'est comme ça, c'est comme ça. Ce qui fait que je suis parti donc d'abord en Belgique. Marc Libens avait un théâtre qu'il dirigeait, le théâtre du Parvis à Bruxelles. Donc Marc Libens, comédien, metteur en scène qui vit d'ailleurs en Suisse romande. Et il m'a demandé de venir faire Mesure pour mesure de Shakespeare, puis après un Labiche. Et puis j'ai enchaîné sur... Je vais assez rapidement là-dessus parce que Marc a été un des très bons directeurs que j'ai connus, avec Franck Jeutran par la suite, avec Philippe Macasdar, il faut le dire aussi, puisque c'est comme ça. Parmi les directeurs qui pensent le théâtre, qui ne sont pas toujours d'accord, mais ça c'est bien, qui pensent le théâtre, qui pensent en tout cas qu'on peut parler de théâtre, qu'on peut s'activer autour de cette question-là. Voilà. Franck Jeutran qui a dirigé le théâtre de Vidy, le dramatique de Vidy. Directeur remarquable. Il était d'ailleurs remarquable comme responsable de la Gazette littéraire, aussi le journal, parce qu'il a fait des articles à l'époque, peu après-guerre, sur Sade,
des pages entières sur Sade, sur Bataille, sur les surréalistes, enfin vraiment c'était un type remarquable et il y a eu une période à Vidi extraordinaire sous la direction de Franck Jetran. C'est donc en fait des années 70, deuxième partie 70, c'est Voilà. après Charles Apotelos. Voilà, après Charles Apotelos, voilà. Et puis, effectivement. Et donc à partir de ce moment-là, je suis parti, j'ai fait Paolo Paolo à Liège, au théâtre de Wallonie. Et puis, par hasard, je suis revenu en 74, en même temps que Paolo Paoli, pratiquement, je suis revenu à la Comédie de Genève pour faire Hamlet. Avant, il y a avant, un petit j'étais venu. épisode Avant, Shakespeare. Avant, j'étais venu, c'est ce que j'allais dire, par. Un autre Shakespeare. Mais sans la Comédie des Erreurs. Sans habiter la Suisse. J'ai fait la Comédie des Erreurs à la demande de Vachou, dans la cour de l'Hôtel de Ville, mais en coproduction avec la Comédie et avec le théâtre de Vidi, d'ailleurs qui s'appelait à l'époque le Centre dramatique de Lausanne. Puis l'année d'après, le Centre dramatique de Lausanne m'a demandé de faire un travail sur Beaumarchais. Alors, Centre dramatique de Lausanne qui est dirigé, puisqu'on a évoqué plusieurs par Charles Apotelos. Charles Apotelos. Et là, j'ai eu l'idée d'un spectacle assez mai 68, sans savoir que la Suisse n'était pas encore là. La Suisse, c'était en 70 ou 71. La Suisse allait connaître son mai 68 justement à ce moment-là. Mais moi, je l'avais déjà vécu. 71-72. Voilà. Et ce spectacle-là a été très provocateur, parce que c'était un spectacle... Beaumarchais en 1, ça ira où la très larmoyante histoire de la mère coupable, représentée aussi devant Louis Capet, sur la terrasse de la prison du Temple, par des comédiens sans culottes, réquisitionnés par la Convention nationale. Oui, c'était le titre à la Peter Weiss, au Marassad. C'était une allusion. Mais donc c'était un travail de réflexion sur la construction, la déconstruction au théâtre, sur la distance, sur des tas d'éléments, quoi. C'était foisonnant, vraiment foisonnonnant. Et ce spectacle-là a été joué, il a été contesté, il y a eu des tas de problèmes, mais ça a été marrant. Ça a été très... Et je veux dire que le théâtre libre de Genève, que ce soit le Mobile, le Théâtre Haut, les Tréteaux Libres et autres, ont fait des interventions de rue pour nous défendre devant l'interdiction d'une matinée scolaire du spectacle à Genève. Ah bon? Oui, oui. Il y a eu... Le spectacle avait été interdit? Interdit en matinée scolaire. D'ailleurs, la comédie était fermée à clé. Et il y avait une manifestation devant, puis dans les rues, il y avait, je me souviens, le Théâtre Haut avec des bandeaux sur la bouche sur le parvis de la cathédrale, enfin, sur la censure, quoi, tout ça. Puis il y a eu des grands débats avec Lise Girardin, qui était une fille bien, d'ailleurs, une radicale de l'exécutif genevois. Son Aldenwang, son chargé de théâtre. Enfin, bon, bref, tout ça était vraiment intéressant. Ça a montré que le théâtre vivait. Alors, justement, si ça a montré que le théâtre vivait, c'est ça qui a justifié, au fond, le fait que tu fasses un geste auquel, à plusieurs reprises, je t'avais posé la question dans notre précédent entretien, tu t'étais toujours, même pas refusé, mais tu n'avais jamais imaginé de le faire, à savoir de te réinstaller en Suisse. Alors, c'est après. C'est en 74, je ne savais pas tellement où aller après l'expérience genevoise. Je pouvais revenir à Paris, mais ça m'intéressait moins, plus tellement. Je voulais Et il se trouve que quand Vachou m'a demandé de venir faire, alors que Talmès dirigeait encore la comédie, le Hamlet à la comédie, je suis venu, et c'est là que, par toute une série de circonstances, notamment le rattrapage d'un spectacle au Poche qu'on a fait avec Deville en une semaine, avec l'appui des comédiens d'Hamlet d'ailleurs, on a corrigé un spectacle qu'on a représenté en général une semaine après, alors qu'il était abandonné. Et ça a marché. Et là, on s'est dit avec les comédiens, certains comédiens, qui étaient soit dans Hamlet, soit dans cette Alice au Pays des Merveilles, on s'est dit, mais si on formait une troupe mais une troupe basée non pas sur un nom d'animateur, mais sur les comédiens. C'est-à-dire un groupement autonome de production théâtrale qui s'appelait le T-Act. Ce qui veut dire T comme théâtre, comme témoin, comme témoignage, comme tout ce qu'on veut, et acte comme action, actionnaire, acteur, acte, etc., etc. Donc, le T-Act a eu l'idée de faire une sorte de collectif autogéré. Car c'est la première troupe autogérée, c'est-à-dire pas co-gérée, autogérée. C'est-à-dire, par exemple, que toutes les décisions se prenaient en commun par épuisement des discussions, sans vote.
par épuisement des discussions. Ouais. Il y en a qui ont duré très 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 longtemps. Ou des discuteurs. Oui, et des discuteurs, ouais. Mais c'était un système avec, bon, d'abord, une égalité totale de salaire entre tous les participants, metteurs en scène, scénographes, acteurs, machinistes, etc., etc. L'idée de l'unité de production, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas c'est pas une troupe permanente, on procède c'est un groupement de producteurs. Ça appuyait un peu sur ce qu'on appelait ces systèmes des sociétés ouvrières de production en France, qui permettaient de gérer des troupes qui justement avaient un statut assez difficile par rapport à la production, puisque le théâtre ne produit aucune plus-value, sinon une plus-value intellectuelle, symbolique, mais pas de plus-value économique. C'est-à-dire que tous ces acteurs ou ces membres, administrateurs, dramaturges, discutaient, ouais. Non mais pour revenir sur le point du fonctionnement, étaient aussi actifs ailleurs. Ah oui. Alors ils avaient le choix. Et ça leur permettait sans doute au cours d'une discussion, on élaborait un projet. Ce projet devait trouver son financement lui-même. À partir de là, ceux qui étaient d'accord de partir dans le projet partaient. Mais s'il y en a qui n'étaient pas d'accord, parce qu'ils avaient besoin de fric dans l'institution, évidemment qui payait plus cher, ils étaient libres. Ils pouvaient d'ailleurs venir comme voix consultative, suivre le travail de l'unité de production, mais elle était totalement indépendante. Ça allait très loin, puisque à la fin de l'exploitation, s'il y avait eu du bénéfice, ce bénéfice n'était pas mis en jeu sur la prochaine production, mais réparti entre ceux de l'unité de production, qui avaient travaillé au rabais, en quelque sorte. Donc c'était logique. Ce qui obligeait l'autre unité de production à retrouver exactement le même cheminement, refaire les mêmes démarches, refaire la même constitution. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de modélisation définitive d'un système. Et c'est pour ça aussi que c'est important de le souligner, c'est donc bien né, pas d'une idée de quelques-uns d'entre vous, abstraite, si belle soit-elle, mais comme tu le rappelais, de la conjonction de ce spectacle d'Hamlet à la comédie, Alice au Pays des Merveilles et le rattrapage aux poches, et tout d'un coup, une sorte de rassemblement pour produire ce théâtre, très pragmatique. Voilà. Ouais. On n'était pas du tout dans le théorique. Le théorique, il découlait de nos discussions. C'est pourquoi le théorique, pour revenir à ce que tu disais, pour moi, il est très important, mais il est à côté, soit dans l'avant-coup, soit dans l'après-coup, du pratique. Mais le théorique ne saurait en aucun cas remplacer la pratique. Tu sais, je formule ça d'une façon, je l'ai souvent dit, très simple. Brecht a beaucoup théorisé. Pourquoi? Parce que pendant l'exil, il n'a pas pu pratiquer le théâtre. Et bien sûr que c'était pas que ça. Il y a une formule de Brecht qui dit, en arrivant au Berliner Ensemble, je vais enfin pouvoir manger mon pudding. Voilà, tout à fait. Et c'est là-dessus que je suis parti. Et je pense à Assad, à Casanova, pardon, qui a Dux, très tard, vieux. Eh bien, il y a encore des petites jeunes filles autour de lui qui l'intéressent, mais il n'a plus le même rendement, on peut dire, ni même la même appétence, et peut-être même la même séduction. Alors, il va revivre ça dans la théorie. Les mémoires. Les mémoires, c'est pas autre chose qu'un travail théorique sur l'érotisme. Mais alors, puisque on évoque ça, et surtout, en l'occurrence toi qui le fais, là aussi, si je me souviens bien, quand j'étais au début, là, à 20 ans, 21 ans, tu avais une réputation de grand séducteur. Auprès des femmes. Il faut laisser courir ça, mais c'est faux. Mais il faut dire que c'est vrai. Non, c'est faux. Pas plus que toi, pas plus que quiconque d'entre nous. C'est-à-dire que c'est un système qui fonctionne, je crois, d'une façon récurrente, mais en même temps très, on peut dire, aménagé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu séduis qui tu dois séduire et tu déplais à qui tu dois déplaire. Et je crois que c'est assez régulier dans l'histoire. C'est peut-être justement quelqu'un qui intervient là-dessus. Hein. Oui, ça doit être une de nos auditrices. Oui, et je ne réponds pas. Tu as remarqué. Oui. Non, je crois que là, la question est vraiment très simple de ce point de vue-là. Je crois que tout le monde est à égalité dans cette histoire-là. Non, puis il faut croire peut-être que là, et puis, mais par contre, ça a suscité beaucoup de jalousie. Ce qu'il y a d'essentiel, c'est que comme j'ai une parole très libre
sur ce problème, on attribue à la parole les vertus de l'acte. Malheureusement, ou heureusement, il n'en va pas ainsi. Alors, on en était au centre, enfin pas au centre, au groupe de production, d'autogestion, le théâtre. Je me souviens des premiers spectacles du théâtre que j'ai vus, c'était donc les femmes chinoises, aussi pour $1 d'opéra, etc. Pour $1 d'opéra. Oui, pour $1 d'opéra. Une adaptation de Bernard Bengloan, d'après Brecht, entre autres, et l'opéra de Katsu, je crois. Et alors, ce qui était frappant, c'est que c'était des spectacles. Certains, vous les jouiez au caveau, au centre des unions chrétiennes, à côté, dans des espaces attenants, donc des lieux tout à fait alternatifs. Je me souviens d'un Goldeny admirable, à la maison de la Jonction, et en même temps, vous aviez réussi à établir, grâce à Jotran notamment, mais aussi peut-être à d'autres partenaires comme la télévision suisse, des modes de production assez, qui peuvent apparaître aujourd'hui tout à fait encore de l'ordre de l'utopie. Est-ce que tu pourrais en dire quelques mots? Alors là, Ursula Petzold, qui était notre administratrice au théâtre pendant très très longtemps, puis qui revenait, qui repartait, parce qu'on avait tous une liberté, y compris. Il n'y avait pas de fixation. Donc, c'est ça. Mais Ursula se débrouillait bien, avec l'appui d'ailleurs de Gérard Despierres aussi, qui, comme comédien, s'occupait aussi un peu des questions de gestion. Mais elle allait trouver... avec nous, d'ailleurs, on était, comme je te dis, très collectif. La télé, un type merveilleux, Huelin, qui était très ouvert et qui disait, mais on aimerait que vous fassiez les Chinois, par exemple, ça a pu se faire parce qu'on avait lancé l'idée que dans le studio 4 de la télé, on ferait une dramatique en direct. C'est-à-dire qu'on a installé des gradins, comme dans une salle de théâtre, une scène, et on a fait la captation en direct, un 2 janvier, je crois, avec du public dans la salle. C'était pas une télé, ça tenait de la télé parce qu'on avait les conditions d'un studio télé, mais c'était pas diffusé, pas à ce moment-là. C'était pas diffusé à ce moment-là, c'était capté, mais on avait un public en même temps. Donc on avait une sorte de live, mais en même temps si tu veux, de possibilités de correction éventuellement. Et aussi, semble-t-il, ça a permis à des spectacles d'exister au théâtre. Ouais. Ce qui aujourd'hui est de la grande idée, c'est qu'on a dit grâce à des coproductions avec la télévision. Ouais. C'est-à-dire que la première s'est faite de la façon suivante. On a dit, ce spectacle, on voudrait l'exploiter entre nous. Alors on va proposer à la télé une chose, on va proposer de diminuer nos cachets, tous, mais qu'en échange de cette diminution des cachets, ils nous donnent les décors et les costumes. Et c'est ce qui s'est passé. C'était quelle pièce, ça? C'était les Chinois? C'était les Chinois. Ce qui fait qu'on a pu tout de suite après le jouer. On avait les décors et les costumes. On les a payés, en quelque sorte, par une diminution des cachets. On a accepté tous d'être diminués, mais c'était un investissement qu'on faisait. C'était pas une tricherie. On investissait, on devenait producteur et on se disait, on achète, avec notre argent, on achète les décors et les costumes. Et on a pu le jouer partout. On l'a joué énormément. On l'a vendu partout. Vous tourniez en France, en Belgique, oui, en Suisse aussi. On a joué en Suisse, pour les cycles d'orientation, toute une tournée. Bref. Et la deuxième, c'était l'Impresario de Smyrne, qu'on a fait dans les mêmes conditions, mais cette fois-ci, non pas au studio, mais au théâtre de Vevey, de Rolle, qui était libre. La télé est venue s'implanter au casino de Rolle, et on a fait la première version de l'Impresario de Smyrne, de Goldoni. On a proposé de la même façon. Et là, la télé a joué le jeu. Elle a dit non, mais écoutez, on vous donne vos cachets et on vous donne les décors et les costumes parce que de toute façon, si on ne les donne pas, on les brûle. Et donc, on a pu refaire la deuxième version là-dessus. Là-dessus, Jotran, qui avait pris le théâtre, nous dit, mais écoutez, vous avez un projet? J'ai dit oui. J'ai dit oui, on a un projet. Ça s'appelle... le premier, ça s'appelait... pas Western Story, quelque chose comme ça. Ah oui, on peut lire la pièce. Non, on ne peut pas lire la pièce. Pourquoi? Parce que moi, je savais qu'elle n'était pas écrite. Et par contre, je peux vous montrer le décor. Alors,
Il dit, ah, Roland, tu me fais un décor qui évoque le western. Et Roland fait un décor et je montre la maquette plane du décor à Jotran, qui appelle son directeur technique, Jacques Bert, qui lui dit, ah ouais, c'est formidable, Jacques Bert, convaincu aussi de l'histoire, avec qui on s'entendait très bien, et aide beaucoup, qui a été avant collaborateur de Jotran, donc je l'ai beaucoup connu avec Jotran. Il dit, ouais, d'accord. Et Jotran dit, mais on peut lire la pièce? Je dis, non. Vous la lirez après, très tard. Ça me rappelle une chose plus récente qui m'est arrivée sur une pièce qui est à lire ou à ne pas lire. Et donc, on va proposer, et on a une réunion du théâtre, voilà. J'ai lancé l'idée qu'on va faire, et on l'a appelé pour $1 d'opéra à ce moment-là. Et comme on n'avait pas de lieu on n'avait pas de lieu de réunion. C'est ça, oui. On a fait cette réunion, je me souviens, sur l'embarcadère. Il faisait beau à Rolles. Et quand un bateau arrivait, on arrêtait la réunion, on laissait sortir les gens, entrer les autres, et on reprenait la réunion en plein air sur l'embarcadère de Rolles. C'est là qu'on a décidé. Et avec Ben Blanc, on a inventé une fable, sur le vif, comme ça. Ben Blanc a noté tout ça, et il est parti l'écrire à l'île de Ré. Je crois que c'est l'île de Ré où il allait, ou Belle-Île, à Belle-Île. Non, l'île de Ré, c'est un autre qui va là-bas. Non, à Belle-Île, il a écrit l'été le $, d'opéra, avec 45 minutes de chansons, donc une musique à écrire. Est arrivé Jean-Marie Seigna, que j'avais bien connu à Strasbourg et tout ça, et je lui ai demandé donc d'écrire la musique qu'il a fait. On a répété ça, la pièce a été peu à peu écrite et restructurée par le travail aux répétitions, comme on fait tout le temps au théâtre. C'est qu'on a un projet d'écriture, et puis après on travaille. Et en fait, il y avait, on peut peut-être quand même les citer, des comédiens qui maintenant sont très connus, et qui à cette époque, pour certains, étaient plus ou moins dans une sorte de sortie de formation. Dans les plus jeunes, il y avait... Genlis, Terrola, Gleiser, Jacques Michel, Germont, François Germont, il y avait Patrick Clapp, il y avait Jean-Charles Simon, il y avait Gleiser, donc il y avait Morsat, il y avait... plus d'autres qui sont venus. Et ça, c'était la base. Noyau, oui. Il y avait aussi donc, Bernard Begloan, il y avait dramaturge, Michel Beretti, comme dramaturge aussi. Il y avait donc Despierres, je l'ai déjà cité. Et puis sont venus s'adjoindre Séverine Bujard, Ariette Kratz, des quantités de gens, hein, Isnard, Niasso. Et alors, est-ce qu'on peut quand même pas dire, même si le théâtre existe toujours, et dans tels le Phénix, il renaît toujours, qu'il y a quand même eu une époque assez exceptionnelle d'activité et de concentration, ce qui ne préjuge en rien des spectacles qui ont été faits après. En gros, depuis sa naissance avec les pièces chinoises, jusqu'à, disons, à la fin des années 70, et c'est sans doute aussi lié à des questions économiques et financières, parce que comment ça s'est passé, la fin du premier théâtre? Il y a un moment donné où on n'a plus pu tenir, parce que comme Girardin me l'avait dit, Lise Girardin dont j'ai parlé, m'avait dit, nous, c'est très étrange de défendre une autogestion en Suisse. C'est contre mes principes politiques, mais je trouve que vous êtes dans le vrai. Mais vous verrez, ce n'est pas les autorités qui vous causeront des ennuis, c'est incontestablement la profession elle-même. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, devant la montée du théâtre, peu à peu, les directeurs, à part Jotron, ont commencé à diminuer leurs intérêts. Et on a été coupé de tout, au bout d'un moment, mais parce qu'il y avait ça. Alors le dernier truc qu'on a fait, c'est pour Théâtre Ouvert, Atoun m'avait demandé, dans le cadre du festival officiel d'Avignon, de venir faire une cellule de création, c'est-à-dire 1 mois de répétition avec la sanction à la fin d'une présentation. Ce qu'on a fait, en fait, on a été la première troupe suisse officiellement invitée au festival d'Avignon. C'est vrai. Mais on n'en parle jamais. On a joué partout. On a diffusé le théâtre au Festival d'Angers, au Festival de Liège et tout. Personne n'en parle et c'est toujours des grands noms après qui sont « Ah, grâce à Benno Besson, on arrive à jouer à... » Non, c'est pas vrai. On l'a fait bien avant. Il faut quand même un jour ou l'autre relativiser les choses et donner l'historique. Tu vois, ça me paraît essentiel. C'était en l'air bien avant. Eux, ils nous ont facilité la tâche par leur notoriété internationale, mais nous, on l'avait déjà
bien entamé avant. Non, mais de toute façon, puisqu'on parle de Benoît Besson, puis on en reparlera évidemment, il n'a jamais considéré, lui, être le premier Non, c'est pas lui. à faire tourner les spectacles, non, mais je parle pas de lui. spectacles Je parle pas, de je la parle pas, comédie. je parle pas je parle pas de ces personnages. Je parle de ce que la vox dite populi, hein, qui est plutôt Mediati. de populis, Mediati. Mais Vox oui, Mediati. oui, totalement. Oui, mais je pense de toute façon que c'est pas tout à fait indifférent que tu aies fait aussi ces tournées avec le théâtre, en France, en Belgique, comme je l'ai déjà dit, et dans différents endroits en France. C'est aussi lié sans doute à ton histoire antérieure quand même. Bah, aussi, bien sûr. Enfin, c'est quand même ça aussi Bien qui a fait sûr. la jonction concrète, j'imagine. Bien sûr. Évidemment. Et comme ça Besson, arrivant à Genève, c'est évidemment, l'histoire à Guénoud Berlin me l'a et en Europe. demandé, et puis- je veux dire, tout me l'a demandé à moi, mais pas au théâtre. Ouais. Mais j'ai tout de suite dit, je ne le fais que si le théâtre le fait. Donc c'était une année assez intéressante pour ce festival et pour Théâtre Ouvert, puisqu'il y avait d'un côté Armand Gatti, Ouais. qui faisait la même expérience d'écriture, réécriture et de test, réécriture et de test en public. C'était l'année d'après. La première année, ça a été Mesguich, avec le Théâtre du Miroir. La deuxième D'accord. année, ça a été le théâtre. Bon, La c'est dire que troisième vous année, ça a étiez été effectivement dans une Ouais, configuration il y avait Gatti, Mesguich, Mesguich, ouais, c'est formidable. Bengloan, Beretti. Et donc, pour résumer, il s'agissait d'arriver avec un canevas, avoir une première version écrite, et de répéter Ouais. jour après jour, et Devant de le corriger devant le public. Ouais. Voilà. Donc, en fait, ce qui apparaît, c'est que le théâtre a été, au fond, après mai 68, et là je fais une sorte d'ellipse rapide, mais tout de même un peu comme une sorte de concrétisation de ta C'est part. une des rares concrétisations De- réelles en tout cas de l'autogestion d'une part et de l'autogestion artistique d'autre part, c'est-à-dire où les rapports artistiques étaient liés complètement à notre système. On ne mettait pas d'un côté un système économique, productif, disons, d'autoproduction, et puis de l'autre côté, non, tout était vraiment lié. D'ailleurs, j'ai encore des documents qui le prouvent, c'est-à-dire les comptes rendus de certaines des réunions, pas toutes, on a loin de là, mais de certaines réunions extrêmement pointues qui mélangeaient à la fois la gestion administrative et la gestion artistique. Et donc, on est là maintenant à la fin des années 70, après cette expérience en Avignon. Il y a des spectacles, effectivement, que tu as mis par ailleurs en chantier, que ce soit à la Centre dramatique de Lausanne, et c'est un spectacle, par exemple, puisqu'on parle de tournée, Stoppard, la pièce de Stoppard Travesties a été présentée au Théâtre de l'Odéon à Paris. Oui. Donc, par ailleurs, il y a toujours les stages permanents, récurrents chez toi, notamment à Dijon. Et puis, il y a des activités que tu développes. Tu parlais avant du théâtro, animé entre autres par Michel Barras, ou bien des tréteaux libres avec Bernard Herrmann et Sylviane Furamonti. Et surtout le mobile aussi. Le mobile, et le bien trek. sûr. Et le Trek de Torenté Sumi, entre autres, c'est là aussi un groupe. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il arrive assez souvent que tu sois amené à être invité par un metteur en scène ou par un collectif d'acteurs, ou une troupe, un groupe, à monter une pièce. Et notamment, tu le fais avec les Nègres de Genève, tu le fais avec d'autres expériences. Ça va toujours dans le même sens, Toujours, ne ouais. pas s'enfermer Ouais. dans un Tout à centre, fait. dans une position Y compris stricte. avec des amateurs, Oui. y compris dans des stages, notamment à Yverdon ou avec Zanetti, qui était un type formidable aussi. On a pu faire des expériences à l'Échandole ou au Castrum, au jeu du Castrum, extraordinaires. Oui, ou carrément, vous avez même fait venir et travailler une œuvre de Léo Ferré, enfin, Ouais, pour dire tout à fait, l'ampleur des choses, Ouais, ou ouais. bien Shakespeare, etc. Donc, en fait, à ce moment-là, ton inscription en Suisse, elle est plutôt heureuse et Tout à fait. productive. Tout à fait. Pour moi, il n'y a pas de problème. Moi, à la limite, ce qui m'intéressait, c'était de monter les œuvres, de travailler avec des gens sur des thèmes, sur des idées et sur des sensations, sur des émotions. Donc, je trouvais mon compte. Et puis, je l'ai trouvé d'autant plus que on m'a appelé peu à peu à devenir professeur permanent Voilà. au Conservatoire de Lausanne. Puis, après le départ de Martine Pachot comme directrice du Poche, où elle était doyenne avant
au conservatoire, de prendre la place de doyen pendant 10 ans. Et là, j'ai travaillé alors vraiment à la formation pure avec une équipe de profs, de gens autour qui étaient très diversifiés et et je trouve très formidable. Et je vois le nombre d'élèves qui sont sortis du Conservatoire de Lausanne et qui travaillent régulièrement sur les scènes, mais pas seulement comme comédiens, comme animateurs au sens large du terme. Parce que je pense qu'une école ne peut pas former un comédien. Un comédien est ou n'est pas. Une école peut former des hommes et des femmes de théâtre qui seront après, selon leur volonté, selon leur développement, comédiens, metteurs en scène, dramaturges, administratifs, balayeurs, ce qu'on veut. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'une école doit avoir le courage de dire nous formons des sensibilités à la chose théâtrale. À partir de là, nous ne pouvons pas prétendre dire nous formons des comédiens. Ce que tu dis là, il ne peut y avoir aucun diplôme de comédien. Oui, bah, ce que tu dis là, c'est une chose qui a une valeur de provocation et de manifeste. Non, que j'ai toujours dit. Ou c'est une chose que tu as mis en pratique toujours. Et que tu as pu mettre en pratique lorsque tu étais doyen, donc de 84 mais même déjà à à Strasbourg. 94. Même déjà partout, je l'ai toujours dit. Et c'est pourquoi, dans les groupes que j'ai eus à Strasbourg, Clévenot est devenu d'abord un grand comédien, puis après il a fait une ou deux mises en scène. Gironès est devenu tout de suite metteur en scène. Je peux citer des tas d'élèves comme ça qui sont des grands noms. Paul Wenzel. Oui, Wenzel, ils sont devenus auteurs dramatiques, ou Dominique Muller est devenu dramaturge. Tous, je peux en citer des quantités qui sont devenus avec des sélections. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit dès le départ, parce que c'est mon expérience, qu'on s'intéresse à la chose théâtrale, et après, on voit où on est le plus utile et le plus efficace. Alors il y a des périodes, pendant longtemps, j'ai plus voulu jouer. J'ai rejoué grâce à Hervé Loichemol. Oui, au début des années 80, voilà, l'école des femmes, mais j'ai demandé à passer une audition. Qui est allé au Festival d'Avignon. Oui, au Festival d'Avignon. J'ai demandé à passer une audition parce que je n'étais plus sûr de moi comme comédien. Je voulais avoir confirmation avec le directeur, le scénographe, le metteur en scène. J'ai préparé 2 scènes, parce que c'est logique. Voilà. Alors à partir de là, donc, doyen, et tout s'enchaîne. À partir de ce moment-là, je crois qu'on peut aller au plus simple, c'est que je n'ai plus que des activités périodiques, très précises, dont certaines de mise en scène ou de jeu, dont certaines, il y a eu dans le jeu des travaux avec différents metteurs en scène, que j'ai eu souvent comme élève ou en formation. Il y a eu comme mise en scène dans des petits groupes ou dans des petits trucs comme ça, jusqu'au moment où on m'a demandé à Saint-Gervais de concevoir finalement, quelque part, la demande n'a pas été formulée explicitement, mais implicitement, c'était de penser à des formes de présentation de spectacle autres que celles qu'on a traditionnellement. C'est là que j'ai proposé donc la BBCDR, qui était une sorte d'ovni théâtrale, d'objet théâtral non identifié, c'est-à-dire que c'était une sorte de conférence-spectacle qui racontait et l'histoire de Brecht d'une part, fugitivement, et mon histoire à moi d'autre part, fugitivement, mais qui faisait surtout appel à des digressions. C'est-à-dire que j'avais des digressions autour de ces 2 questions qui reposaient sur la forme des œuvres, sur la fable grecque, sur la fabrication du théâtre, toute une série de digressions. Ce qui m'a donné l'idée de faire par la suite des digressions avouées. C'est-à-dire qu'au lieu de les cacher dans le ABBCDR, j'ai dit on va appeler ça digression. Et là j'ai pris des œuvres, une sorte d'évolution du théâtre classique et contemporain français, j'ai pris des œuvres que j'ai détaillées devant le public avec des tas de conférences digressions, mais plutôt jouées que conférencées. Et puis ça s'est développé, et pour aller plus vite, le retour à Strasbourg s'est fait il n'y a pas longtemps, avec des camarades qui avaient vu les digressions, avec qui j'avais travaillé naguère à Strasbourg bien avant, qui avaient vu les digressions à Genève, et qui m'ont dit on va faire la même chose à Strasbourg. Ce qui fait qu'au printemps dernier, je suis allé faire des digressions
à Strasbourg, qui ont d'ailleurs été filmées par nos camarades qui nous mettent en jeu ce soir, et qui sont extrêmement importantes parce que depuis, ils ont fait des digressions, sans moi. C'est-à-dire que c'est une forme théâtrale qui peu à peu se codifie. Et finalement, ça me surprend, mais quelque part, il y a l'invention d'une forme théâtrale nouvelle, peut-être pas complètement nouvelle, mais quand même qui devient active. Et les gens s'emparent de cette idée et font de plus en plus de digressions à droite et à gauche. À ce sujet, souvent la digression, tant dans la vie que dans l'écriture ou dans l'art, c'est pour certains très mal vu. Tant mieux. Ça nous protège d'une copie trop bête. Au moins ces gens qui voient mal ça ne le feront pas. Et comme ils sont cons, puisqu'ils voient mal ça, donc ça nous protège. C'est prophylactique. Juste encore deux points sur la biographie. Il y a quelque chose que tu as complètement évacué. C'est tout de même ce qui arrive à la fin des années 80 et qui n'est pas rien. C'est la mise en scène à la Comédie Française de la pièce de Rotrou, Le véritable Saint-Genet, pièce que tu venais d'ailleurs d'élaborer et de tester dans une version à l'école du TNS, ouais. Puisque, soit dit en passant, ton retour à Strasbourg, ce retour actuel, c'est-à-dire en 2006, c'est un retour qui a été précédé d'un autre retour, non, mais de plusieurs, mais dans les années 80, ouais. tu enseignes à nouveau au TNS. J'enseigne une fois comme ça, oui. Ouais. Et d'autre part, donc l'année d'après, d'une pièce de Congrève, enfin 2 ans plus tard, pardon, oui. Le Beau Train du Monde, également à la Comédie Française. Non, le Beau Train du Monde, c'est à Strasbourg que je l'ai fait. C'est l'autre, Amour pour Amour. Et Amour pour Amour. Une autre pièce de Congrève. Ouais. Voilà. Donc, si je pointe ça, c'est juste parce que, d'une part, je pense que ça serait important que tu signales ce que ça a représenté pour toi, et puis aussi pour dire que c'est Jean Le Poulain, mais qui est une vieille connaissance, je crois, qui à l'époque était administrateur de la Comédie Française et qui t'a invité. Oui. Et l'association a priori entre Jean Le Poulain, qui est un acteur exceptionnel et qui apparaît comme une sorte d'incarnation aussi du vaudeville et du boulevard dans ce qu'elle a de plus élaboré comme forme, et d'André Stégère, le grand brechtien crypto ou pas crypto, marxiste, freudien, etc., peut sembler à première vue surprenante. Oui, mais elle n'est pas surprenante. Je crois que Le Poulain s'intéressait autant au théâtre qui m'intéressait que moi je m'intéressais au sien. C'est-à-dire que moi j'ai connu Le Poulain créant des œuvres d'avant-garde au Mardi de l'Œuvre, Le Faust de Marlowe, Magie Rouge de Galderode et tout ça. Et après il a fait du boulevard, mais il ne faisait pas que du boulevard, il jouait Molière, il jouait à la Comédie Française avant d'être administrateur, il jouait alternativement Shakespeare et tout ça. Et moi d'un autre côté, je montais la biche, je montais aussi Tu faisais des revues à Genève. Des revues à Genève. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de... Le problème, c'est le soin qu'on y apporte. Bien sûr qu'il y a des discours qui sont différents, mais un discours peut être tenu comme on le fait, nous, dans la vie. On peut tenir une place importante dans un travail attenant et tout ça, et puis tout d'un coup, 2 heures dans notre vécu de la journée, se laisser aller à faire une belote, une pétanque, ou à lire un magazine à la con, peu importe. Je veux dire que je crois que l'absolutisme en tout est complètement néfaste. Il ne faut pas être figé, fixé, fermé. Donc, cette ouverture, moi j'adore voir le boulevard. Moi, mon rêve serait de monter une fois dans un théâtre d'avant-garde, une vraie pièce de boulevard, pour montrer que le boulevard a à voir réellement avec le théâtre, et d'une façon étonnante, puisque ça met en jeu la question des pouvoirs. Et que tout le théâtre ne posera jamais que cette question: qu'en est-il des pouvoirs dans le monde et du pouvoir? C'est le seul problème que pose le théâtre depuis l'origine.
que ce soit le pouvoir de tuer, que ce soit le pouvoir de tromper, que ce soit le pouvoir... C'est ce que le théâtre le boulevard met en jeu, qui, dans un couple, a le droit de tromper l'autre. Qui a le pouvoir de tromper l'autre? Et cette question du pouvoir, sous une métaphore extrêmement éloignée du pouvoir de l'Allemagne ou de l'URSS ou de la Russie, est posée de la même façon. Simplement, il faut savoir le lire, donc il faut savoir le montrer. Il faut savoir que les signes qu'on communique sont des signes qui sont lisibles pour le public, c'est-à-dire interprétables, puisqu'encore une fois, c'est le public qui interprète. Mais alors, juste sans rentrer dans le détail des deux œuvres, comment ça s'est passé? Donc le Retrou, le Congrève. Non mais attends, et puis pourquoi il t'appelle L'histoire drôle, c'est que Le Poulain m'appelle pour le Saint-Genet de Rotrou, pièce hautement intellectuelle, et que c'est avec Vitesse que je fais Amour pour amour, pièce vachement moins intellectuelle. Donc cette contradiction, elle est à prendre en compte, c'est ça qui est drôle dans l'histoire. Oui, puisque Vitesse a entre-temps, la mort de Le Poulain, pris la succession. Le Poulain, c'est une anecdote, mais difficile. C'est par honnêteté que Le Poulain m'a demandé ça par un engagement qu'il avait pris longtemps auparavant, des années auparavant, que si un jour il devenait directeur de théâtre, parce que je lui avais rendu un service assez grand, si un jour il devenait directeur de théâtre, il m'appelait pour faire une mise en scène. Et effectivement, 2 heures après avoir été nommé par Mitterrand administrateur de la Comédie Française, je recevais un coup de fil à Lausanne, où il me proposait de venir monter le Saint-Genet de Rotrou à la Comédie Française. Parce que des gens qu'il avait vus avec les élèves à Strasbourg, notamment Bilfred, on avait parlé à Vincent, qui à l'époque n'en avait pas tenu compte, mais qui, quand il a été remplacé par Le Poulain, s'est revenu aux oreilles de Le Poulain, et Michel Aumont notamment voulait jouer le rôle parce que Bilfred lui avait dit que c'était ça, et il voulait que je le fasse. Oui, c'était Michel Aumont qui jouait. Voilà. Vincent, c'était donc Jean-Pierre Vincent.